sur Radio Libertaire, bien sûr, la radio de la Fédération anarchiste, sans publicité. Nous recevons Cyril Latour pour Mes deux aile. La première question, Cyril Latour, aux éditions Lunatiques. La première question, Cyril Latour, avant même les questions biographiques et d'ordre général, sera: pourquoi ce titre? La première fois que j'ai eu en main votre livre, je pensais que c'était un mot d'argot. On m'a dit aussi que ça pouvait ressembler à Deleuze, alors je trouvais ça intriguant. Aussi, ouais. C'est presque un anagramme. Mes deux aile, c'est l'orthographe de mon prénom, Cyril, C-Y-R-I, 2 L-E. Et c'est aussi l'orthographe du prénom du narrateur, parce que j'ai choisi un narrateur qui soit pas moi, mais quand même, qui s'appelle Camille, 2 L-E, avec cette ambiguïté du masculin-féminin, voilà. En plus, parce que votre prénom est uniquement masculin. Alors j'ai rencontré des filles qui s'appelaient Cyril. Ah, je savais pas, mais en tous les cas, c'est vrai que l'usage fréquent, c'est Cyril avec un seul L. Et c'est vrai que ça m'a valu aussi beaucoup de questionnements extérieurs, mais aussi intérieurs. Est-ce que je suis féminin ou masculin, en fait? Enfin, voilà, c'est 2 LE. Donc voilà, le livre s'appelle Mes deux LE parce que c'est à travers ce traumatisme que je raconte aussi, mais une interrogation sur le genre, enfin comment, voilà, cette ambiguïté de mon prénom que j'ai aussi porté et que je porte certainement encore d'ailleurs. Oui, parce que moi, quand je vous dis, je pensais que c'était de l'argot, oui. Alors après, je l'explicite dans le livre. Ah oui, non, bien sûr. Et puis même, c'est explicité au dos, je crois. Oui, c'est vrai, déjà. La 4e de couverture. Il n'y a pas grand-chose à la 4e de couverture. Mais ça, c'est expliqué. Oui. Vous êtes né à Paris en 1978. Où avez-vous passé votre jeunesse? Comme pour Marion Richer, je vais vous demander si jeune, vous aviez accès à une bibliothèque familiale ou publique, et si vous lisiez beaucoup. Pour vous, je dois aussi demander si vous alliez beaucoup au cinéma jeune. Le cinéma, c'est la bonne question. Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne. En banlieue sud, d'après un autre livre voilà. Que j'ai écrit, une fois que je vous ai déjà invité. Exactement, j'en parle dans Quand l'amour existe. La vie de banlieue, qui n'est pas la vie de Paris. On dit qu'on habite à Paris, mais en fait, c'est pas pareil qu'habiter dans Paris. Mais enfin bon, c'était le sujet d'un autre livre. La bibliothèque familiale, évidemment, très fournie, mais aussi très intimidante quand j'étais enfant. Et au fond, la question de la lecture se posait pas beaucoup pour moi. J'étais pas un lecteur enfant. Je lisais beaucoup de bandes dessinées. J'allais à la bibliothèque municipale prendre plein de bandes dessinées et parce que j'avais un peu honte de passer après à la caisse, rajouter des livres en faisant semblant que je les lirais, mais je savais très bien que je les lirais pas et que j'allais plutôt lire les Spirou et pas les livres. Bon. Mais au fond quand même, on a quand même baigné dans les livres. On a quand même baigné dans les livres, mais la lecture est quelque chose qui est venu plus tard chez moi, qui est venu notamment après le cinéma. Je pense qu'une grande partie de mon désir d'écrire, bizarrement, ne vient pas de la lecture. Mais vous n'avez pas eu d'auteur de jeunesse, d'adolescence? Adolescence, j'ose pas tout à fait l'avouer, parce que je lisais des Stephen King, par exemple. Je lisais des livres qui me donnaient l'illusion de lire, mais qui étaient pas tout à fait du domaine de la littérature. Par contre, je me souviens assez clairement de ma découverte de gens comme Kazantzakis. Voilà. Ou après Dostoïevski, ça c'était dans la bibliothèque familiale. Voilà. Je me souviens même du livre en tant que tel, qui était des vieux livres, la reliure, l'odeur c'était presque comme une Bible en cuir noir. Là, il y avait quelque chose de sacré à toucher, à plonger dans ces livres. Mais disons que c'était une approche qui n'était pas tellement guidée par une sorte d'impulsion familiale ou même par les études. J'ai pas fait des études littéraires comme Marion Richer. Donc c'était plus un peu presque par le hasard pour le coup de l'objet, à la fois de l'objet livre, mais de l'objet bibliothèque. Enfin voilà, face à cette bibliothèque, d'aller piocher des trucs, de regarder la couverture, le poids du livre, quelque chose. Et voilà, j'ai puisé un peu comme ça ma propre culture, voilà. Et vous alliez au cinéma? Et voilà, et par contre, c'était la suite de la question, qui s'est beaucoup faite par le cinéma. Après, j'étais plus attiré, je pense, par le cinéma, peut-être par une sorte d'immédiateté ou par la question du temps au cinéma qui m'intéresse beaucoup.
c'est-à-dire d'être dans un temps contenu, guidé, ce que la littérature est plus éclatée et plus personnelle à ce niveau-là. Et c'est aussi la musique qui m'intéresse beaucoup par rapport à ça, parce que la musique est une part importante aussi de mes pratiques culturelles et parlez-en un peu, c'est le moment aussi. Genre c'est le moment, peut-être qu'on passera un extrait tout à l'heure. Oui, on peut le passer quand vous voulez, parce que à la fin, Michel, il mettra sa musique. Ah oui, il mettra sa musique. Non, effectivement, c'est comme vous voulez, c'est un choix. J'avais eu l'occasion de venir ici déjà avec, je participe à un groupe qui s'appelle Emma Sand, et je suis bassiste, peut-être même plus bassiste que musicien, j'aime bien dire ça, parce que pour moi la basse a vraiment un lien très très fort avec l'écriture, avec ce qui m'engage dans l'écriture, c'est-à-dire une sorte de présence discrète, de discrétion présente. Et la basse, elle est là pour... on l'entend pas spécialement en général quand on n'a pas forcément l'attention à la musique. Et pourtant, elle est là, si on l'enlève, le morceau ne tient plus vraiment. Donc la basse, elle a une sorte de soutien pour les autres instruments du morceau, et elle a un rythme, et elle a une pulsation, et tout ça, disons le cinéma, la musique, je pense que ce sont plus ça qui m'ont... Et vous composez en musique ? Je n'irai pas jusqu'à dire que je compose, non. Mais en tous les cas, Vous participez ? Voilà, je m'occupe de mes parties de basse. Vous composez vos parties de basse ? Je tiens mon rôle de bassiste. Non, parce qu'elle pourrait être écrite et vous les interpréterez. Ouais. Non, par contre, c'est ça. J'ai pas de formation musicale, par exemple. Je suis pas... Tout ça est très très instinctif, comme l'écriture et comme... Vous voulez qu'on mette un morceau de musique ? Alors dans ce cas-là, allons-y. On y va ? C'est le moment ? Emma Sand de Erwan ? Waiting for a thing to come, waiting for oblivion. Touch your skin, dry sand paper. Throw my tears in the muddy water. Feel the sun on my face. The first day of the rest of my life. Feel the sun, amazing grace. The first day of the rest of my life. Inside my veins, beating my heart inside my chest. Time is near, relief is coming.
Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry, avec en ce moment Cyril Latour pour Mes deux LE aux éditions Lunatiques. En première partie d'émission, nous avons reçu Marion Richer pour Chicago, sorti aux éditions Sabine Westpuizer. Vous pouvez nous dire deux mots de cette musique, puis après nous passerons directement à Mes deux LE pour parler quand même de votre livre, Cyril. D'accord. Deux mots sur la musique. Alors, c'est un titre que j'ai choisi d'abord parce que c'est Emma Sand, donc groupe auquel je participe, et qui s'appelle Waiting et qui a, je pense, un lien avec Mes deux LE, avec ce dont il est question dans le livre, puisqu'il y a aussi question de la possibilité d'une renaissance. Enfin, voilà, et je pense que j'espère que quand on l'écoute, la musique appelle ça, cette idée d'un renouveau possible après. Voilà. D'accord. Comment vous est venue l'idée de ce livre? De loin, d'une nécessité, d'enfin le bon moment, d'un sujet que vous aviez cœur à traiter? Dites-nous. Il s'est vraiment imposé à moi, ce livre. Je pense que je le raconte, c'est-à-dire que pour rentrer dans le détail, il est question d'un abus sexuel que le narrateur a subi enfant quand il avait 6 ans. Enfin, oui, c'est Camille, quoi. Donc c'est Camille, mais Enfin, vous en cachez pas. Je m'en cache pas. On le sent, de toute façon. Hein. C'est une question que je voulais poser. Oui. J'avais une manière discrète de vous la poser. Bon, je mets les pieds. Mais on le sait, de toute façon, on le sait. On le sait. Et donc, il y a cette petite distance qui est donnée parce que c'est un narrateur qui est différent de moi, mais au fond, c'est moins la question de ce traumatisme que de tout le silence, des 30 années de silence qui ont suivi et qui sont au fond très fréquents. Je le découvre en ayant publié ce livre, les gens qui viennent m'en parler, qui résonnent. Ce silence est extrêmement fréquent et il a été, dans mon cas, brisé, ce silence, libéré par mes parents qui, près de 30 ans après, à la faveur de circonstances que je raconte dans le livre, viennent enfin me parler, viennent enfin nommer ce que, enfant, j'ai pas su dire, au fond, que j'ai dit enfant, parce qu'à 6 ans, je l'ai tout de suite raconté. Lors du repas après? Lors du repas le lendemain, j'ai tout de suite raconté, mais ça n'a pas été entendu, et moi-même, je savais pas nommer ce que j'avais. Un enfant de 6 ans, il a pas les mots, il a pas le bagage pour ça. Donc c'était dit, mais c'était pas su, c'était pas nommé. Et ça a été suivi de 30 ans de silence. Et je n'ai pu écrire ce livre, je n'ai pu moi-même commencer réellement à en parler, à m'en emparer, que parce que il y a eu cette parole adulte 28 ans plus tard, mais quand même une parole adulte que je n'ai pas eue enfant. Et tout l'enjeu de l'écriture, ça a été d'essayer de retrouver les mots. On parlait d'écrire tout à l'heure comme mettre en forme. Quelle forme donner à cette histoire, comment la raconter, quels sont les mots justes pour raconter ça et pour raconter comment moi-même j'ai dû apprendre à me construire sans ces mots-là. Donc comment retrouver les mots dont j'avais été privé, comment pouvoir écrire maintenant sur cette parole absente et sur le fait de grandir avec cette parole absente. Ce livre est très court, comme ceux de Marion Richer, mais ils sont encore plus doubles, ceux de Marion Richer, et pourtant ils sont courts. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Avez-vous dit l'essentiel en peu de pages? Ou par exemple, aviez-vous peur des répétitions? Ou une ou des autres raisons? Je n'ai pas mesuré du tout que j'écrivais un livre. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça s'écrive. Pensiez pas l'éditer? J'ai mis beaucoup de temps à l'éditer. Je l'ai écrit en 2013 en fait, cette histoire. Ah d'accord. J'ai mis beaucoup de temps à... C'est ce qu'on croit comprendre avec l'âge du couple, voilà, par exemple. Oui, c'est ça. Au fond, d'abord je pense que j'ai pu l'éditer d'abord parce que d'autres l'ont lu autour de moi et me l'ont conseillé et m'ont accompagné pour le faire. Et Pascal Gauze, qui est l'éditrice chez Lunatique, m'a beaucoup aidé pour le faire. Et j'ai pu le faire aussi en passant par cet artifice de changer le nom du narrateur par rapport à moi. C'est-à-dire faire en sorte aussi que cette histoire, c'est moi qui l'écris, mais c'est pas moi qui la raconte. Le narrateur, Camille, dit « je », et il me permet de dire « je », mais c'est pas exactement moi qui dis « je ». Et cette petite distance, elle me permettait aussi de dire que c'est un livre maintenant. C'est pas juste quelque chose qu'il a fallu que je sorte de moi, que j'arrache de moi. Cette nécessité profonde qu'on a d'écrire, on ne sait pas pourquoi, on
on l'a subi. Vous en parliez tout à l'heure, Marion Richer. Et il fallait que ça sorte. Et là, le passage à la publication, ça a été de distinguer le narrateur de l'auteur, de moi, aussi pour dire que cette histoire n'est pas exactement la mienne. Et qu'elle est, voilà, on l'a dit, très commune. Tristement très commune. Et je pense qu'un livre, quand on travaille la forme, quand ça devient un récit, quand c'est pas juste une confession brute, ou disons pour distinguer de tout ce qu'on peut voir aussi dans l'environnement médiatique dans lequel on est, de ce brouhaha, de la confession, des réseaux sociaux, etc. Quand on essaye de travailler la forme, de travailler l'écriture, de donner forme, plus que de donner sens à ce qu'on a pu vivre, ça donne un récit dont on peut s'emparer en commun. Donc voilà, le fait de le publier, c'était ça, c'était de dire, voici maintenant un narrateur, c'est l'histoire de Camille, et c'est une histoire qui appartient aussi à d'autres, et il faut qu'on puisse l'entendre, la lire, l'entendre en commun. Quand vous avez commencé ce livre, aviez-vous idée de ce qu'il contiendrait, de son déroulement ? Je trouve ça difficile de quel que soit le projet d'écriture, d'avoir déjà une idée de ce à quoi il pourra ressembler. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de l'objet lui-même, de l'objet en train de se faire. Je sais pas. Je sais que c'est un peu grossier cette idée du sculpteur qui découvre. Non, vous pouvez écrire à mesure que les mots avancent, quoi. Qui découvre qu'il y a un cheval derrière la pierre qu'il est en train de tailler. Mais c'est arrivé souvent que des écrivains me disent j'ai commencé, je savais pas du tout où j'allais, et c'est à mesure que j'écrivais que mon livre a pris forme. Ça m'arrive souvent. Ouais, je crois qu'il y a de ça. De même que la question de la fin, quand est-ce qu'on sait qu'un livre est fini, et je pense que c'est le livre lui-même qui nous le dit, c'est le texte lui-même qui nous dit bon voilà. Là, ça peut être des circonstances, par exemple une date à l'éditeur, ça arrive souvent. Ça c'est vrai. Mais donc là j'avais pas d'idée préétablie de sa forme. C'est en l'écrivant que lui-même est venu m'apporter sa forme et au fond m'aider à sortir ça. D'accord. Votre éditrice, dans la lettre accompagnant le service de presse, écrit « Se pose ici la question du pardon, de la rédemption, de la libération, récit, témoignage, fiction, qu'importe. Il s'agit surtout de littérature. Alors, récit, témoignage ou fiction ?» C'est comme ça que je voulais amener la question. Oh là là. Je sais pas, que j'avais pas connaissance de cette lettre. Récit, témoignage ou fiction ? Est-ce que c'est pas toujours un peu... Ou les trois à la fois ? Disons, c'est peut-être un peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que je me méfie un petit peu, à titre personnel, dans l'écriture, de tout ce qui est de l'ordre du témoignage, voilà, de tout ce qui est du registre qui ramène à soi, du moi j'ai vécu, moi je peux dire, moi écoutez-moi, regardez ma souffrance. Je crains toujours un peu ce que ça peut avoir de complaisant, ou ce que ça peut avoir de règlement de compte. Donc c'est un témoignage évidemment, mais je voudrais, je serais embêté que ça ressemble à disons encore une fois, une espèce de registre médiatique dans lequel on peut être, où toutes les paroles se valent, où tout le monde raconte toute sa vie, déballe. Et je pense que si Pascale Gauze, l'éditrice, fait la grâce de parler de littérature, c'est que c'est ça aussi, c'est aussi un travail d'écriture, c'est aussi une volonté d'en passer par les mots, en particulier pour une histoire qui n'a pas été nommée. Et donc passer l'épreuve à l'épreuve de l'écriture. J'ai été là plus que jamais frappé par le fait que quand on envoie son livre à l'éditeur et qu'après il y a le premier travail avec l'imprimeur, on reçoit les épreuves du livre. Et ce mot épreuve m'a toujours beaucoup intrigué, mais là en particulier, c'est que tout à coup, l'épreuve que j'ai vécue, elle devient une épreuve. Et vous l'aviez déjà dans ce que vous aviez envoyé à l'éditeur ? Oui, c'était déjà des épreuves. Tout à coup, là, c'est pas grand-chose qui change. Ça s'appelle une épreuve réellement, enfin, en termes typographiques. Enfin, je sais pas comment. Et c'est très étonnant tout à coup de se retrouver face à ça. Dans le PDF que vous envoyez à l'éditeur. Oui, mais là, il est mis en forme, il est mis en page. Enfin,
Bon, c'est technique, mais disons, c'est un jargon, on oublie le jargon, on intègre, on dit, bah tiens, tu vas recevoir les épreuves. Et non, en fait, c'est mon épreuve que je reçois en épreuve. Vous pouvez nous en lire un extrait, que l'auditeur se rende compte de votre écriture? Bah, écoutez, oui, je prends le début. Oui, allez-y. J'ai repoussé ce moment une vie entière. M'asseoir à mon bureau pour enfin me mettre à table. Une vie entière à brandir, pour moi-même et parfois pour les autres, ce joker. Pourquoi continuer à protéger ainsi l'animal qui se nourrit de moi? Je dois aller au bout. Parce que j'ai vu mes parents ce midi, parce qu'ils m'ont parlé, du procès, du gamin condamné pour viol, incapable de comprendre son acte, de ses excuses mécaniques devant le juge. Ils m'ont parlé, comme ils ne l'avaient jamais fait jusque-là, et ce sont leurs excuses que j'ai entendues. Le mot a-t-il seulement été prononcé? Peu importe. Ils ont dit les mots que j'ignorais attendre, mots qui libèrent, qui le doivent en tout cas, sinon, à quoi bon? Une vie entière a porté cette histoire sans l'avoir pour autant jamais tue. Le mal vient peut-être de là, aucun secret, aucun refoulement, au contraire, la froide lucidité de l'enfant de 6 ans que j'étais. Mais dire n'est pas nommer, savoir n'est pas prendre conscience. Et à force, j'ai fait de cette histoire celle d'un autre. Ma sensibilité, mon attention aux histoires qui ne sont pas les miennes, mon avidité des autres, transformée en honorable empathie pour leur souffrance, ne sont-ils pas au fond que le masque présentable de ma lâcheté, de mon impuissance à sonder ma propre histoire? Merci voilà, Cyril Latour. C'est un extrait de Mes deux LE sorti aux éditions Lunatique. Est-ce que vous parlez des éditions Lunatique? Est-ce que ce fut facile, entre guillemets, de trouver un éditeur pour ce texte? Pouvez-vous nous dire quelques mots de ces éditions? Alors, que je ne connaissais pas du tout. J'aurais dû réviser. Il se trouve que c'est une éditrice que j'ai croisée de nombreuses fois sur des salons, qu'elle édite quelques-uns des gens, de personnes que j'estime beaucoup, comme Benjamin Taïeb, Antonin Crène, Jérémy Lefebvre, Jérôme de Neubourg, Raymond Pinblanc, enfin bref, j'en oublie, qui sont des auteurs actuels, peut-être pas forcément mis sous le feu des lumières médiatiques, mais petit à petit, on se croise sur des salons littéraires, sur des événements. Il y a une communauté chez Lunatique de textes, de récits souvent assez percutants, enfin une écriture à vif, qui va dans le vif. Et donc voilà, j'avais croisé plusieurs fois Pascal Gauze, et quand il s'est agi pour moi d'assumer de vouloir publier ce livre, poussé par tout un entourage autour de moi, poussé, c'est-à-dire soutenu, hein, je lui ai présenté, et elle a tout de suite été réceptive et m'a vraiment suffisamment senti, accueilli pour que ça ait du sens pour moi d'aller au bout de cette démarche avec elle. Alors ça peut rentrer un peu là-dedans. Pourquoi, la même question qu'à Marion, pourquoi écrivez-vous? Pour laisser des traces, pour ne pas disparaître, dit le narrateur dans ce texte. Pouvez-vous préciser, et pourquoi éditez-vous vos textes? Alors, effectivement, la question de disparaître, je me rends compte que j'en suis un peu détaché maintenant. Enfin, disons que je grandis. Mais ça a été la grande obsession, disons, au moins de ma vingtaine et de ma trentaine, de cette impression que je pouvais tout à fait disparaître. Enfin, comme ça, mais presque par inadvertance. Mais maintenant, vous avez des livres derrière vous, je vous ai reçu plein de fois. Voilà, et c'est vrai qu'écrire, ça a été pour moi une façon de lutter contre ça. Qui n'était pas une tentation, qui était plutôt une sorte d'inquiétude que ça puisse arriver comme ça. Et je parle pas d'un accident, enfin, c'était presque... C'était pas du tout une angoisse réelle, hein, mais juste, voilà, se dire qu'au fond...